donc, moi je suis un officier qui a quitté le service actif, un officier général qui a quitté le service actif en 2002 pour des raisons personnelles, mais j'ai continué à m'intéresser à l'histoire, la géographie et comment servir au mieux la France en étant retiré du service actif, mais citoyen français. Et donc c'est un peu à ce titre que j'accepte de parler à droite à gauche. J'ai été sur LCI, mais je ne peux plus aller sur LCI. Je viens là où on me sollicite. Je parle en toute liberté, en toute franchise. Je ne suis pas un spécialiste ultra pointu de la Russie, mais je m'intéresse à la Russie, comme aux États-Unis, comme à la Chine. Et puis vous faire part d'une petite expérience personnelle, parce que j'ai été pendant 2 ou 3 mois sollicité par LCI à titre totalement bénévole. Même si on me proposait un contrat, j'ai dit non, moi j'interviens pour parler librement et essayer d'apporter aux Français, aux téléspectateurs, des éléments d'appréciation, notamment sur le plan strictement militaire, sur les problèmes logistiques, sur l'interprétation des images, etc., parce que j'ai une petite expérience dans ce domaine-là. Et alors, il y a quelques points que je voudrais vous livrer pour votre réflexion. Je parlais tout à l'heure, une fois j'étais sur le plateau, et on rapporte qu'un centre commercial a été bombardé. Et en présentant des images, on voit des immeubles, et à côté de chaque immeuble, il y avait une grue, donc c'était des immeubles en construction, et un centre commercial juste à côté, dans cet ensemble en construction. Et on disait, le centre commercial vient d'être détruit, ce centre commercial a été détruit, etc. Et tout de suite, bien sûr, c'était une attaque contre les civils, la population civile qui était ciblée. J'ai dit, mais il y a peut-être d'autres explications possibles, et notamment le fait qu'un centre commercial, on l'apprend à l'école de guerre, c'est un lieu de déploiement idéal pour les postes de commandement. Vous êtes à l'abri des vues, vous avez de l'eau, vous avez de l'alimentation, vous avez tout ce qu'il faut, les parkings, et donc vous pouvez déployer facilement un PC de grande unité dans un centre commercial. Donc, on voit bien que toute image, toute information était orientée dans une logique anti-russe. Moi, je suis ni pro-russe, ni pro-ukrainien, ni pro-chinois, ni pro... etc. Mais déjà, quand on oriente toute l'information dans la même direction, on peut se dire que c'est faux. Et c'est une dimension de la guerre. C'est-à-dire que là, c'est la guerre informationnelle qui agit sur les populations, sur la population et les téléspectateurs, pour faire adhérer une population à un point de vue. C'est-à-dire on n'est plus dans la logique de les médias devraient contribuer à l'éducation et à la formation des citoyens pour apprécier des réalités et développer l'esprit critique. Il n'en est rien, c'est vraiment l'enseignement que je tire de LCI. Pareil pour les attaques. Alors on dit d'un côté, il y a des missiles qui tombent sur les immeubles, d'ailleurs, souvent c'est de faibles pertes humaines. Quand je dis de faibles, c'est moins de 10 très souvent. Et en même temps, on dit, il y a des missiles qui ont été interceptés. S'ils ont été interceptés, donc ils n'atteignent pas les objectifs initiaux, mais ils tombent là où ils ont été interceptés. Et forcément, au lieu de tomber sur la centrale électrique, etc., ils tombent directement, on ne sait pas où, mais certainement, puisque c'est dans les villes, sur la population. Donc c'est dans l'explication, c'est dans le déficit d'explication des options que je vois vraiment une démarche délibérément désinformante. Mariupol n'est pas Verdun. À Verdun, on ne s'est pas battu dans la ville de Verdun. On s'est battu à l'extérieur, dans les forts et dans les bois, etc. Le bois des Corps, il n'y a pas loin d'ici, d'ailleurs, l'avenue ou la rue du colonel Drian, le héros du bois des Corps. Donc, Mariupol n'est pas Verdun. À Verdun, il y a eu 300 000 morts. Donc si vous voulez, c'est autre chose. Le massacre de Boutcha, une fois je suis sur le plateau, et on parle des massacres de Boutcha. Et donc, on me
pose la question et je dis, tiens, plutôt on ne me pose pas la question, je dis, tiens, à propos du massacre de Boutcha, est-ce que sur ce plateau, il y a des journalistes qui ont connaissance du compte-rendu de la mission envoyée par la France, mission de gendarmes spécialistes de l'identification judiciaire, pour avoir un retour intéressant et a priori objectif. Et alors, instantanément, Catherine Gentil, que j'avais eu l'occasion de connaître un petit peu, parce que je m'occupais des journalistes pendant un temps dans la guerre du Golfe, m'a dit « Ah, mais vous ne reconnaissez pas les massacres de Boutcha ». Et je lui réponds, moi, mon problème, ce n'est pas de savoir s'il y a eu des massacres ou pas, je voudrais savoir si vous avez connaissance du compte-rendu de la mission effectuée par les gendarmes. Les gendarmes, c'est des Français comme moi, je voudrais bien savoir ce qu'il en est. Et puis on est passé à autre chose. D'ailleurs, c'est à partir de cette question que je ne vais plus à LCI, non pas de mon chef, mais je ne suis plus du tout sollicité. C'est sans importance. Mais Nord Stream, c'est pareil. Enfin, je pourrais multiplier les exemples, puisque c'était Pujadas qui m'a demandé « Bon, alors, est-ce que vous pensez qu'avec la composition de la commission d'enquête, on va avoir la vérité sur le Nord Stream, la destruction de Nord Stream ?» J'ai dit, pour moi, il y a un faisceau d'indices qui nous conduisent naturellement à identifier la main des Américains ou des Anglo-Saxons et leurs alliés. Et je suis quand même surpris de voir que dans la commission d'enquête, il y a des Anglais, des Américains, des Danois et Suédois, mais ça c'est pour des raisons géographiques, mais qu'il n'y a pas les Allemands. Initialement, dans la commission d'enquête, il n'y a pas d'Allemands. Or, quand même, c'était parmi les premiers concernés. Donc c'est des indices, outre les déclarations de Biden, outre les manœuvres, etc., etc. Donc moi, je l'ai dit, on ne saura pas qui a fait péter Nord Stream, puisque les gens de la commission d'enquête sont ceux qui l'ont fait. Donc on voit bien qu'il y a des bruits qui sortent régulièrement, disant c'est des barbouzes, voilà, on essaye de noyer le poisson, mais ça ne trompe personne. Ça fait partie de la guerre. C'est une dimension de la guerre, comme il y a toujours eu, comme la désinformation, il y a toujours eu ces aspects-là. Voilà, donc je vous livre quelques éléments d'information qui m'ont assez marqué, bien que moi je pars du principe qu'à la guerre, tout est bon, et chacun utilise les armes. Ce qu'il y a, c'est que nous, on n'est pas en guerre, et que les médias orientent l'opinion publique délibérément sur une position qui n'est pas, à mon sens, à terme, un intérêt français. Voilà. Je vais passer la parole, j'espère que je n'ai pas été trop long, je vais passer la parole au général. Bien, alors, par rapport à mon camarade, moi j'ai quitté l'armée bien plus tard, parce que je l'ai quitté en 2018, et entre-temps j'avais aussi enseigné pendant 11 ans la géopolitique dans une grande école militaire de formation d'officiers. Voilà. Mais je voudrais, sans être trop long, rappeler tout de même des petites choses qu'on semble oublier. La guerre n'a pas commencé le 22 février 2022, elle a commencé en 2014, lorsque, à la suite de la réannexion de la Crimée, je pèse mes mots, réannexion, la Crimée n'a jamais été ukrainienne, avant d'être russe, elle était ottomane, elle est passée sous le régime administratif de l'Ukraine dans le cadre de l'URSS en 1954, parce que l'Ukrainien Khrouchtchev avait décidé de mettre un peu d'huile dans les rouages de son propre pays, dont il savait très bien qu'il avait été parfaitement divisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, toute une partie de l'Ukraine occidentale ayant pris fait et cause pour les Allemands, pour des raisons historiques sur lesquelles il serait trop long de revenir. Donc il voulait pacifier tout ça, il dit « je vous fais cadeau de la Crimée, mais dans le cadre du RSS ». Et il était évident qu'en 1955, personne ne pouvait imaginer que l'URSS s'effondrerait en 1991. Bon. Et donc pendant ce petit laps de temps, c'est effectivement Kiev qui a administré
la Crimée, mais la Crimée a toujours été une province russe et elle est russophone à quelque chose comme 90% si je ne m'abuse. Donc les combats ils commencent en 2014. Entre 2014 et 2022, il y a quand même eu 12 000 morts de chaque côté, avec échange d'artillerie, échange de tirs d'artillerie, des combats sporadiques terrestres, mais il y a eu quelque chose de très sérieux, dans le silence le plus complet des médias occidentaux. Donc les médias occidentaux découvrent tout à coup la grosse guerre, parce qu'effectivement, pour des raisons que l'histoire élucidera de manière claire, à mon avis, plus tard, Poutine décide d'envahir avec le corps expéditionnaire qu'il a de 114 000 hommes, qui était très insuffisant. Enfin, on n'envahit pas un pays de 50 millions, enfin, avec 48 millions d'habitants, qui fait 600 000 km² avec 114 000 hommes. C'est de la folie. Chaque militaire sait qu'on attaque au minimum avec un rapport de force de 2 contre 1. Il a attaqué avec un rapport de force de 1 contre 3. L'armée ukrainienne étant numériquement beaucoup plus puissante que l'armée russe, disons que le corps expéditionnaire russe. Bon. Et là, tout d'un coup, nos journalistes ont découvert que la Russie, ce qui était exact, violait les frontières internationales. Et nous nous sommes mis à condamner la Russie de manière extrêmement stricte. Ça aurait été acceptable si nous avions été nous-mêmes inattaquables. Mais j'étais aux premières loges dans l'affaire du Kosovo, et je me souviens que nous avons bombardé, sans mandat de l'ONU, sans que la Serbie nous ait attaqués, pendant 78 jours, la Serbie, dont Belgrade, j'avais tous les soirs sur mon bureau, parce que j'étais aux affaires dans les Balkans, j'avais tous les soirs sur mon bureau ce qu'on appelle les ATO, Air Task Orders, la liste des missions aériennes. Et je me souviens d'un jour où il y avait 800 sorties, c'est-à-dire 800 avions alliés qui allaient bombarder la Serbie. Et nous ne violions pas l'ordre international. Et lorsque les Américains ont envahi l'Irak, ils n'ont pas violé l'ordre international. Est-ce que l'Irak avait attaqué les États-Unis? Bon. Et je pourrais multiplier les exemples. Nous faisons la morale au monde entier, alors que nous avons été immoraux d'une manière absolument extraordinaire. C'est une des raisons pour lesquelles le message de l'Occident passe de moins en moins bien. Il explique en partie d'ailleurs notre position en Afrique et dans le reste du tiers-monde, enfin, le reste du monde, pardon, qui est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Donc je voulais rappeler très brièvement toutes ces petites choses, parce qu'elles nous sortent de la tête, elles sont, vous savez, on est dans une époque de poisson rouge, on n'a plus aucune mémoire, mais les autres peuples ont de la mémoire. Et lorsqu'on dit aux Russes, ce qui est vrai, qu'ils ont bouleversé l'ordre international, mais ils l'ont bouleversé parce qu'ils se sont aperçus que ça marchait. C'est ce que j'ai appelé dans un article qui a fait un peu de bruit, la jurisprudence Kosovo. C'est très simple, ils l'ont appliqué en Géorgie en 2018, lorsqu'ils ont dit l'Ossétie et l'Abkhazie du Sud sont russophones. Ils demandent à être rattachés à la Fédération de Russie. Nous acceptons. Vote, comme il y a eu un vote au Kosovo plus tard d'ailleurs, enfin au Kosovo après l'armistice. Donc nous acceptons, selon la nouvelle jurisprudence mondiale, nous acceptons que ces 2 provinces soient rattachées à la Fédération de Russie. Ce qui est vrai pour nous ne serait pas vrai pour eux. Il y a là une contradiction qui, à mon avis, est insupportable. Et donc, il faut, à mon avis, dans cette affaire qui est extrêmement grave, c'est la première grosse guerre que nous ayons sur notre continent depuis 1945, je veux dire grosse guerre classique, clausewitzienne, avec des moyens militaires importants. Maintenant, si je ne m'abuse, le contingent russe fait 418 000 hommes, il va être renforcé encore, l'armée ukrainienne est à 530 et quelques. Bon, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Le front fait 1600 km de long. 1600 km de long. Notre front de la guerre de 14, il faisait 650 km. Donc vous voyez un peu et on avait 2,5 millions d'hommes dessus. Vous voyez un peu les dimensions. Voilà. On est dans nos dirigeants, nos pays européens qui pensaient la guerre finie, terminée, impossible,
etc., découvrent que la guerre est encore possible. Mais nous, les militaires, nous l'avons toujours dit. Ça faisait des années et des années que nous tirions la sonnette d'alarme auprès de nos dirigeants en disant « Mais attendez, il n'est pas concevable, revenons à la France, comme l'a fort bien dit Henri Binard-Legris à l'instant, il n'est pas concevable qu'aujourd'hui l'armée française ait 3 fois moins d'effectifs que Louis XIV emmenait sur le terrain pour la guerre de succession d'Autriche. Enfin, voilà. Et on s'aperçoit qu'on est tout nu. On a 76 pièces d'artillerie. On a 224 chars de combat. Alors que quand j'étais capitaine, et Henri aussi, nous avions 1380 chars de combat. On peut quand même commencer à discuter. Voilà. Donc je vais arrêter là. Je pense que le plus intéressant sera de répondre à vos questions. Mais j'aurais aimé que nos télévisions, et nos radios, promptes à parler de la liberté d'expression, de l'examen impartial des données, nous aient donné l'occasion, ou aient donné l'occasion à quelques camarades, ou à des gens compétents tout simplement, de rétablir quelques vérités sur cette guerre qui est extrêmement dommageable, parce qu'il n'y a que des victimes ukrainiennes et des victimes russes, et bien d'autres collatérales ensuite d'un point de vue diplomatique, parce que notre situation est extrêmement dangereuse. Les 3/4 du monde nous tournent le dos. Il faut bien comprendre. Suite à cette affaire, les 3/4 du monde sont en train de nous tourner le dos. Bon. Je pense que vous pouvez maintenant nous poser des questions, maintenant que le rideau, non pas est tombé, mais a été levé sur, me semble-t-il, le vrai décor du théâtre. Combien de temps ce conflit va durer? Alors ça, je ne me lancerai jamais dans des prévisions. Non, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que rien n'est sûr. Et le pire n'est jamais sûr. Donc, on ne peut absolument pas se prononcer. Il y a trop de facteurs qui peuvent intervenir, aussi bien aux États-Unis, alors on parle des élections, il peut y avoir un problème. Par exemple, on parle des avions destinés à l'Ukraine. Mais si ces avions effectuent une mission, peut-être en territoire russe, et devaient se poser ensuite en Pologne, ça poserait quand même une vraie question du droit de suite. Mais si la Pologne est attaquée, alors que fait l'OTAN? L'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis. Est-ce qu'il y a une escalade classique? Il y a trop de facteurs. C'est absolument impossible. Moi, je ne me lancerai jamais là-dedans. Maintenant, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement. Alors moi, c'est pour la France, pour la Russie, voir ce que l'on peut faire, etc. Je pense personnellement que l'un des problèmes de cette guerre, c'est la volonté américaine. Je suis sûr que parmi les gens ici présents, beaucoup ont lu le Grand Échiquier de Brzezinski. Et c'est cette espèce de bande de terre qui va des pays baltes, la Pologne, l'Ukraine, et qui isole l'Europe de la Russie. C'est ça qu'il faut bien voir. Et aussi la partie de la Roumanie. Et cette partie de l'Europe de l'Est, dite Europe de l'Est, eh bien, c'est comment ramener et de mettre sous la volonté américaine les pays européens pour permettre aux États-Unis de conserver le leadership mondial face aux Chinois. Parce que dans le bouquin de Brzezinski, pour ceux qui l'ont lu, c'était en 1997, donc c'était l'objectif affiché, c'est clairement l'affaiblissement de la puissance eurasiatique, c'est-à-dire, à l'époque, la Fédération de Russie. La Chine n'étant perçue que comme une puissance régionale et limitée à une puissance régionale. Mais la menace, c'était l'Eurasie. Et d'ailleurs, il y a une carte qui montre très bien que la colonne vertébrale de l'Europe future, otanienne, c'est la France, l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine. Il y a une carte dans le livre qui rappelle ça.
Donc c'était tout à fait dans l'ambition, dans l'objectif américain, et d'isoler, il suffit de regarder les cartes, hein, moi je suis un grand amateur de cartes, et de regarder cette bande de terrain. Alors maintenant il y a la Finlande, mais la Finlande était neutre, et bien que neutre, ne faisant pas partie de l'OTAN, maintenant elle risque d'en faire partie, elle avait quand même acheté 56 F-35 avant les opérations en Ukraine. Elle participait aux manœuvres de l'OTAN. Donc ça ne change rien. 5,5 millions d'habitants, elle n'a pas de puissance offensive. En fait, ça ne change pas grand-chose. Ça allonge la frontière terrestre, oui, mais il y a 20 000 km de frontière terrestre quand même pour la Russie. Donc c'est un problème. Donc je suis désolé, Irina, mais je ne répondrai pas à cette question parce qu'il y a trop de paramètres en jeu. Et elle peut durer... en fait, s'il y a une percée, s'il y a une avancée significative, ça pourrait se passer d'une façon ou d'une autre. Mais je ne vois pas les Russes abandonner les oblasts, personnellement, ni la Crimée. Après, s'il y avait une offensive extrêmement puissante et qui arrive jusqu'à la frontière russe, moi je pense, hein, mais c'est un avis strictement personnel, que les Russes pourraient utiliser l'arme nucléaire tactique. Hein. Si vous voulez, l'arme nucléaire tactique, c'est 1, 2, 5, 10 kilotonnes. C'est ça, si vous voulez, la Russie n'est pas l'Irak. Et la Russie a 5000 têtes nucléaires, dont 1000 têtes nucléaires tactiques. Donc, alors bien sûr, il y a tout un dialogue. Poutine n'a pas menacé, très prudent, c'est l'intégrité, la survie, etc. Mais moi, je pense que les Russes, mais vous le savez mieux que moi, ne raisonnent pas comme les Occidentaux, ou comme les Français, ou comme les Allemands, etc. D'ailleurs, chacun raisonne différemment. Il ne faut pas psychiatriser les uns et les autres, sous prétexte qu'on ne veut pas faire l'effort de comprendre la mentalité des autres. Les gens du renseignement savent qu'il faut aller écouter, comprendre dans le détail les mentalités, les objectifs, ce qui motive, voilà, l'esprit de sacrifice. Pourquoi un pays sacrifie sa jeunesse? Donc il y a quelque chose. Voilà, c'est défendable. C'est une explication, ce n'est pas une justification, mais c'est une explication. Et franchement, je ne verrais pas la Russie qui à ce moment-là, perdrait beaucoup de crédibilité, énormément, sur un plan international, interne, etc. Ça entraînerait certainement des bouleversements internes. Mais si elle est battue par l'Ukraine, militairement, je pense qu'il y a un danger majeur. Et ça ne doit pas échapper aux Américains, qui, eux, visent un affaiblissement, mais surtout pas un bouleversement, parce qu'on verrait quoi? L'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis. Est-ce qu'à ce moment-là, ils donneraient la double clé pour une riposte nucléaire tactique en Ukraine? Ça veut dire que les États-Unis s'engageraient dans la guerre nucléaire, ce que je ne crois pas. Bon, enfin, tout ça, ouais, il y a des tas de suppositions, des tas de supputations. Après, chacun a son avis personnel. Mais ça, moi, voilà,